Et bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue sur Bonsoir. notre live sur la résilience. Donc après un traumatisme, on a deux solutions. Soit on va se soumettre, et auquel cas on aura le syndrome post-traumatique, soit on va se battre pour se remettre à vivre, mais pas comme avant parce qu'on aura été traumatisé. C'est exactement le sujet de ce soir, de la résilience. On vous laisse quelques minutes pour vous connecter, pour nous Oui. rejoindre. N'hésitez pas à interagir, en tout cas avec Sophie. On a à cœur de vous retrouver chaque mois pour des thématiques de développement personnel. Et les mois se touchent. Je trouve que d'un live à l'autre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps. Ça passe tellement vite et on est toujours contente de se retrouver depuis pour un an nos et lives. demi. Un grand Ouais. merci à tous ceux qui ont souscrit à l'offre de la sexualité sacrée. Je crois que ça a été l'offre qui a C'était été très la puissant. plus explosive et la plus puissante. Donc, un grand merci pour votre confiance. Et puis pour les avancées, vous faites chacune avec vos parcours, nos outils et puis toujours cette capacité, on va en parler ce soir, cette capacité de résilience, cette capacité de rebondir, cette capacité d'aller au-delà et puis de faire avec. Alors déjà, qu'est-ce que la résilience? On va peut-être donner une petite définition. Pas de souci. Donc pour moi, c'est la capacité qu'un individu il a à supporter psychiquement les épreuves de la vie. C'est sa capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ. Voilà. Alors moi, je vais parler de Boris Cyrulnik, qui est la figure emblématique, le créateur, le père, le fondateur du principe de résilience et qui lui-même est un neuropsychiatre de renommée, qui est la figure emblématique, à mon sens, de la résilience. Il donne la définition, c'est donc la reprise d'un neurodéveloppement après un traumatisme. C'est une définition hyper simple, mais par contre, ce qui est plus compliqué, c'est le processus à mettre en place pour impulser la résilience, à savoir la sécurisation, la relance, les relations, la culture, mais avant tout, donner un sens. C'est hyper important ce que tu dis parce que le sens, on entend souvent quel est le sens de ta vie, voilà, quel sens je voudrais donner. C'est un peu une expression qui revient souvent, notamment en développement personnel. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup dans mes accompagnements, quels qu'ils soient, parce que il y a toujours un lien avec qui on est intérieurement. Et trouver le sens, c'est aller dans la bonne direction par rapport à soi, en fait. Pas par rapport aux autres, pas par rapport à la mode, pas par rapport à notre société, pas par rapport à toutes les lois et toutes les choses qui sont un peu imposées par quelqu'un d'autre. Mais vraiment, trouver le sens, c'est aller dans la route où on se dit, ah ouais, là, je Ça suis à ma résonne. place, je suis à ma place, je suis au bon endroit, en fait. Voilà, je suis au bon endroit au bon moment. Exactement, je suis sur mon chemin de vie, ça résonne R-E-S-O-2-N-E et pas ça résonne R-A-I-S-O-2-N-E dans le sens, c'est pas la raison qui parle, c'est la raisonnement dans le sens vibration du cœur. Moi, j'avais envie d'axer cette web conférence sur le principe de résilience, mais comment transmettre les valeurs de ce principe à nos enfants? Comment faire de nos enfants des futurs adultes potentiellement résilients? J'avais vraiment envie d'axer cette thématique autour de comment faire. Donc, en fait, tout simplement, selon, encore une fois, Boris Cyrulnik, il y a un environnement sécurisant avec une mère sécurisée. Donc, selon lui, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, c'est une niche sensorielle de l'enfant qui va être structurée avec véritablement des liens forts et une autre figure. Alors, en règle générale, on dit que c'est la mère, la figure d'attachement, la première, c'est elle qui porte le bébé et c'est elle qui va passer les premiers mois vraiment avec cette proximité, cette promiscuité très sécurisante pour le nourrisson. Et à côté de cela, il faut une figure autre. Ça peut être un prêtre, ça peut être une figure de l'école, ça peut être le père, ça peut être un grand-père, ça peut être une grand-mère. Mais en tout cas, il faut une autre figure qui vient corroborer ce lien d'attachement. Et en fait, si l'enfant a un début de vie sécurisé, où il y a vraiment une sécurisation,
il aura des capacités beaucoup plus hautes, beaucoup plus considérables pour plus tard avoir cette capacité de confrontation, de surmonter des épreuves très difficiles, des traumatismes. Donc, effectivement, quand on part de ce postulat, on se dit qu'il y a une injustice, entre guillemets, une injustice contextuelle, environnementale et socio-culturelle autour de ce principe de résilience, parce qu'on va se dire, l'enfant qui a été sécurisé par une maman elle-même sécurisante et sécurisée, par rapport à un autre enfant qui lui va être vulnérabilisé. Alors, la vulnérabilisation, c'est 2 facteurs en règle générale. C'est la précarité sociale et les violences conjugales. Donc, l'enfant qui va être vraiment sécurisé, lui, aura plus d'appétence, plus de compétences et plus de ressources pour confronter, pour surmonter plus tard une situation dite de traumatisme, alors que l'enfant qui lui-même, dans sa petite enfance, aura été vulnérabilisé par un contexte socio-culturel de précarité, donc ça c'est vraiment indépendant de la volonté des parents, j'ai envie de dire, ou une maman qui n'aura pas rempli la figure de lien d'attachement, c'est-à-dire si la maman elle-même, dans son enfance, a été abandonnée, ou elle-même a vécu un viol, ou elle-même a été insécurisée. Donc, elle aura une relation avec son enfant qui va lui donner un contexte un peu anxiogène. Et par voie de conséquence, cet enfant, qui lui-même aura été dans ce contexte de vulnérabilité, lui aura une injustice plus tard par rapport à des enfants qui auront été élevés dans un milieu aisé ou alors auront été élevés dans un milieu sécurisé. Donc, ça ne veut pas dire que tous les gens, tous les adultes qui ont été dans des violences conjugales ou qui ont été dans des situations de précarité sociale n'auront jamais accès à la résilience. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut simplement dire qu'ils devront redoubler d'efforts par rapport à une autre personne qui elle-même aura été sécurisée enfant pour pouvoir surmonter un traumatisme de la vie. Et souvent, la résilience, elle naît d'un inconfort, de souvent situations peut-être tragiques ou peut-être très, très difficiles. Et c'est un peu comme un instinct de survie finalement, comme quand on est face au mur, voilà, des fois, on n'a pas le choix et c'est là qu'on arrive à puiser en fait à l'intérieur de nous des ressources dont on ne soupçonnait pas l'existence parce que finalement, par facilité ou par habitude, on fait les choses. Mais dans la résilience, vraiment, il y a un moment où je n'ai pas le choix, en fait. C'est un peu ma survie. C'est un peu, si je ne fais pas quelque chose, c'est pas ma vie qui peut en dépendre, quoi. Ce serait tragique. Donc, du coup, je vais mobiliser des ressources dont j'ignorais presque l'existence personnellement. Et malheureusement, c'est-à-dire que la vie met sur notre chemin des épreuves qui nous apprennent à aussi grandir, à apprendre et peut-être à remobiliser finalement, à aller chercher au fond de nous ce qu'on avait un peu oublié d'utiliser ou ce dont on ne se servait pas, alors que c'est des compétences ou des qualités qu'on a au final et qu'on n'exploite pas peut-être quand on est dans un confort, suffisamment, voilà, un peu par routine, par habitude etc. Mais comme dit Sophie, il y a vraiment cette reconnexion à cet instinct primitif, je dirais même instinctif. Ouais, c'est un peu animal. Animal. Et tu as utilisé un juste terme de épreuve. Moi, j'ai envie de vous poser la question et de se poser la question, quelle est la différence entre un traumatisme et une épreuve? Parce que là, on parle vraiment de résilience d'un point de vue d'un terme qui est post-traumatique. C'est quoi la différence entre un traumatisme et une épreuve? Et bien, encore une fois, c'est en fonction de la sécurisation ou de la vulnérabilité qu'on va avoir et qu'on ressent. Si on a été rendu vulnérable dans sa vie, tout peut être considéré comme une épreuve. Un licenciement, une perte d'emploi, un déménagement, une dispute. Tout peut être un traumatisme, pardon. Quand on a été rendu vulnérable, tout peut nous traumatiser. Alors que la personne qui elle-même a été sécurisée dans son enfance ou par la suite est devenue résiliente avec un processus de sécurisation, par exemple par un conjoint ou par un prêtre ou par un thérapeute, si elle a fait un travail où elle est venue se sécuriser par la suite, et bien cette personne-là, elle aura cette capacité de surmonter et de faire d'une tragédie une force. Et en réalité, ça sera pour elle une épreuve et pas un traumatisme. Ça veut dire qu'elle va avoir accès à la souffrance,
bien évidemment. Elle ne pourra pas vivre une épreuve sans souffrance, à l'inconfort, elle a vraiment quelque chose d'indélicat. Mais par contre, sans être dans un syndrome post-traumatique, alors que la personne qui a été vulnérabilisée, à contrario, sera vraiment dans ce syndrome post-traumatique. Et si on fait une imagerie cérébrale, les neuropsychiatres et les chercheurs en neurosciences se sont rendus compte que si on prend une IRM donc d'un cerveau d'une personne qui est en syndrome post-traumatique, il y a vraiment le lobe, je ne suis pas assez calée là-dessus, mais le lobe qui rejoint, enfin qui est en lien avec les émotions, qui va être atrophié. Donc, on parle vraiment d'un cerveau atteint et d'un cerveau éteint s'il y a vraiment le syndrome post-traumatique. Alors que la personne qui est sécurisée, qui vit une épreuve, qui est en forte souffrance, cette personne résiliente, elle, dans l'imagerie cérébrale, elle n'aura pas cette partie du cerveau qui est atrophiée. C'est exactement là la différence. Encore une fois, c'est si on a été sécurisé ou si on a été vulnérabilisé, ou si on a eu la force, par exemple, si on a un passé où on a été vulnérabilisé, un passé où on a été en précarité sociale, où on a été avec des parents qui étaient violents, ou qu'on a vécu des choses vraiment très difficiles, on peut devenir un adulte résilient avec un processus, avec un travail de deuil, de mémoire cellulaire, un accompagnement qui est très difficile, grâce à un thérapeute, grâce à des fois une figure, un mentor, ça peut être une personne... une personne extérieure qui va venir nous apporter une aide extraordinaire. Mais voilà, encore une fois, la différence entre le traumatisme et l'épreuve, c'est une question de vulnérabilité ou une question de sécurisation. Et aussi, je rajouterais même une question de point de vue et d'interprétation, parce que bon, on a tous passé des épreuves à l'école. On nous a pas, c'était pas violent, peut-être pour certains, parce qu'ils n'avaient pas bien appris leur leçon. Mais on a tous, une épreuve à la base, c'est pas spécialement quelque chose de négatif, c'est quelque chose que l'on doit traverser, comment dire, qui va nous apporter quelque chose. Donc, des fois, le matin, je pars. Je me fais percuter ma voiture, bon, rien de grave, voilà, c'est une épreuve, voilà, il va falloir que je déclare mon sinistre à l'assurance ou tout autre, il va falloir que je prévoie un autre moyen de transport parce que du coup, ma voiture ne peut plus rouler, etc. Donc, des épreuves, on en a, je dirais, toute la journée. Il y en a des plus ou moins pénalisantes, on va dire, des plus ou moins traumatisantes, des épreuves qui vont nous faire sortir de notre zone de confort, des épreuves qui vont venir nous faire chercher des ressources. Et en tous les cas, ces épreuves, c'est vraiment quelque chose comme si on passait un examen, en fait. Et puis, simplement, d'avoir ce regard sur cette épreuve, de dire, voilà, il m'arrive ça, ok, bon, quelle place je décide de lui donner. Je n'ai pas trop le choix, j'accueille, première chose. Voilà, je vais faire en sorte, même si ce n'est pas facile, même si ça va être inconfortable, il y a souvent cette notion d'inconfort dans la résilience. Il y a un moment où ça peut être vraiment inconfortable, voire hyper désagréable et même complètement... sidérant. Traumatique. Intolérable, je dirais même. Mais si on n'en arrivait pas à cette situation, comme je dis encore une fois, on ne sortirait pas le meilleur de nous pour arriver à s'en débarrasser, mais pas en la cachant, en avançant avec cette épreuve et en faisant en sorte que ça nous apprenne quelque chose. Peut-être des fois, c'est l'occasion de changer un comportement ou de repartir, ou parce qu'il y a autre chose qui nous attend ailleurs, etc. Comme par exemple, je pense, tout ce qui est épreuve de licenciement ou dans la vie des séparations, par exemple. Il y a pas mal de séparations. Il y a eu pas mal de séparations avec le Covid. Donc, toutes ces épreuves-là, en fait, elles sont là pour nous montrer peut-être qu'il y a autre chose en fait, qui nous attend, que peut-être qu'on s'est fourvoyé, que ce n'était pas le bon chemin. Alors certes, le moment où il y a le licenciement, il y a la séparation, il y a un inconfort, il y a quelque chose de désagréable, il y a quelque chose d'injuste un peu. Des fois, c'est presque vécu comme une injustice, comme quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, ou pourquoi ça m'arrive à moi, voilà, un peu de la colère derrière tout ça. Et c'est normal. Mais en même temps, il faut l'accueillir. Voilà, donc il y a des étapes, un peu comme dans le deuil, où au début, on est un peu bluffé, blasé de « Ah là là, qu'est-ce qui m'arrive ?» Hop, on ne sait pas où on en est.
Après, ok, ça m'arrive, c'est réel. Donc ça, c'est l'acceptation. Ok, j'ai eu cette tuile plus ou moins pénalisante, ok. Et puis après, il y a à arriver à les mobiliser, les ressources. Comme je dis toujours, après, il y a 2 solutions. C'est où on dit, oh là là, j'ai pas de chance dans la vie. Et je pense qu'on a tous la même... On a tous de la chance quelque part, même si on vit des choses difficiles, même si on vient d'un milieu défavorisé, même si on a tous la chance d'être venus au monde. Et après, c'est ce qu'on en fait. Ou alors, on peut se dire, bon, ok, quoi qu'il m'arrive, je ferai en sorte de m'entourer des bonnes personnes, de me faire accompagner ou de faire en sorte que je passe avec brio cette épreuve comme un examen scolaire et, et d'en faire une réussite et puis surtout d'en tirer un enseignement. Et c'est surtout ce qu'on en fait. Et c'est ça la résilience. C'est qu'il nous arrive quelque chose de très compliqué, voire de très douloureux. Et qu'est-ce que j'en fais derrière de ça? Ça me rend plus forte, ça me permet de m'apercevoir que j'étais pas sur le bon chemin ou que c'est pas ce qu'il me fallait ou qu'il m'attendait autre chose ailleurs. Et si on m'avait pas licencié, j'aurais pas trouvé le job de mes rêves, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un inconfort, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est encore une fois une histoire de point de vue. Et puis de se dire, voilà, il y a 2 façons de voir les choses. C'est où je fais mon petit Calimero et je dis que j'ai pas de chance et que personne ne m'aime et que le monde, il est pourri. Soit on se soumet. Ou je dis, ok, soit on se bat. Je vais y aller et je vais dégommer tous les obstacles. On va les franchir un à un. Et puis, je vais la faire, cette course. Bon, c'est très joli. Voilà. Très philosophique. Moi, je vais revenir sur comment faire donc, comment transmettre les valeurs de la résilience à nos enfants. Comment sécuriser un enfant? Eh bien, la sécurisation, elle ne passe non pas par l'amour, mais par l'attachement. Et c'est différent. En fait, on peut très bien ressentir de l'amour pour une personne, mais avoir aucun lien avec cette personne. Je pense que vous pouvez peut-être, par exemple, vous sentir... voilà, par exemple, j'adore mon frère, mais c'est vrai qu'on ne s'appelle jamais, ou j'aime mon père, mais on n'a pas de... Il y a un non-lien entre nous. Vous voyez la différence vraiment entre l'amour, vraiment avec le cœur, et l'attachement. Et pour créer un attachement avec l'enfant, pour le sécuriser, il faut créer une familiarité. Et la familiarité, elle passe par des choses toutes simples de la vie, déjeuner avec lui, chanter, danser, faire la cuisine avec lui, jouer, échanger, transmettre, partager. Vous voyez vraiment la différence entre juste je l'aime, je lui apporte entre guillemets ce dont il a besoin et le côté logistique de la vie, et je partage avec lui, je crée un attachement. Et ça crée énormément de sécurisation d'un enfant. Cultiver bien évidemment le droit à l'erreur avec cet enfant. Tous les grands pédopsychiatres disent que la meilleure des postures en tant que parent, c'est de le regarder se tromper, le regarder échouer et ne pas intervenir. Parce que si on fait à la place, c'est pas comme ça qu'on peut enseigner à un enfant. Cultiver le droit à l'erreur, lui expliquer qu'on est toujours là et que s'il a besoin de notre aide, là, on peut intervenir, mais ne pas faire à sa place. Et ça, c'est hyper important. Pour les premiers échecs de la vie d'un enfant sont hyper importants. Et par exemple, là, je vais vous donner des petits conseils pratico-pratiques, mais par exemple, un tout petit enfant, l'âge 3-4 ans, il ne faut pas le faire gagner quand on joue à un jeu. Parce que si on le fait gagner, on ne lui apprend pas le droit à l'erreur, les valeurs de participer, les valeurs de fair play, et c'est comme ça qu'on en fait un adulte résilient plus tard. Comme les lois dans la vie. Et c'est comme ça qu'on en fait un adulte résilient plus tard, de savoir déjà comment gérer sa frustration, comment gérer sa colère et comment gérer cette difficulté d'échec. Donc, ne pas les faire gagner au jeu, ne pas éplucher les pépins à son petit enfant ou couper les petites choses alors qu'il est en âge de le faire lui-même. Enfin, ne pas faire les choses à la place d'eux. À partir du moment où il peut le faire, c'est hyper important de le laisser. Donc ça, c'était les petits conseils pour transmettre les valeurs aux enfants, les valeurs de la résilience. Et moi, je voulais vous parler des gros traumatismes, parce que la résilience, on arrive à le comprendre quand il y a des choses du quotidien, mais quand il y a des gros traumas. Exemple, des viols, des génocides,
Je pense notamment au génocide à Auschwitz, parce que Boris Cyrulnik, c'est quand même le neuropsychiatre qui est le créateur de ce concept et toute sa famille est morte à Auschwitz à l'âge de 6 ans. Il a été arrêté par la Gestapo, il s'en est sorti, il s'est évadé sur 200 juifs, il n'y en a eu que 2 survivants, il faisait partie de ces survivants. Il a dû se cacher sous le corps d'une femme morte pour pouvoir s'en sortir. Et quand ça me fait des frissons, et quand il a vécu tous ces traumas, il s'est demandé, mais quel est le sens? Donc, il est passé par beaucoup d'analyses, beaucoup de compréhension, et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands neuropsychiatres renommés qui écrit des livres, qui fait des conférences, et qui est à la base du principe et de la création du concept de résilience. Aujourd'hui, il enseigne à l'université de médecine, parce que les médecins ont cette formation. Il enseigne aux policiers. Les policiers ont la formation de la résilience, parce que les policiers sont confrontés ça au fait trauma. partie maintenant de beaucoup de formations. Exactement. La résilience, on en parle beaucoup dans la santé, les maladies. Bien sûr. Et voilà, c'est un concept qui est fort. Qui n'est pas si vieux que ça, finalement. C'est ça. Et qui, à la base, était plutôt utilisé dans l'industrie. C'était la capacité de quelque chose à résister, comme quand on fait les crash tests, c'est la résistance, en fait. Et ce terme a été joliment détourné pour faire un mot à part, un mot un peu unique, un concept, qui définit la capacité de quelqu'un à rebondir même dans les pires situations. Renaître de ses cendres. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la société. Maintenant, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Avant, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. C'est à la mode maintenant. Ouais. Mais voilà, on le voit de plus en plus dans la santé, dans les médias. Chez les pompiers, chez les policiers. Dans toutes les professions où il y a des choses dures. Et puis, même chez les infirmières. Tout ce qui est métier de la santé. Et aussi, je pensais, cette résilience-là, elle nous touche tous à un moment ou à un autre. Elle est importante, en fait, elle fait partie de notre vie, de notre société, sans qu'on... Voilà, il y a de plus en plus de burn-out aussi. Il y a eu beaucoup de gens, après le Covid, qui ont changé d'orientation professionnelle. Alors, pour des raisons qui leur sont propres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en quête de sens. En fait, ça, justement, pour parler du Covid, ça nous a demandé une grande résilience à tous. On a dû s'adapter. On a créé des trucs. Les click and collect, ça n'existait pas. On a réinventé un peu, on a fait des visios, voilà, on a utilisé tous ces outils. Moi-même, qui n'étais pas spécialement qui aime plutôt les relations humaines, les vraies, les rendez-vous où on se voit, où on se touche, où on se parle, où on se dit bonjour. Là, ce n'était plus possible. Donc, il a fallu user d'outils qui sont super bien faits. Finalement, on arrive très facilement à se mettre à la page. Mais on a dû se dire, attends, c'est pas possible qu'on reste tout seul chez soi. Il faut qu'on trouve des solutions. Donc, on se faisait des apéros, on se mettait tous devant notre visio pour créer le lien. La résilience pousse à la créativité. Je pense qu'il y a des fils conducteurs dans cette résilience. C'est le lien qu'on a les uns avec les autres, un peu les interactions, on peut dire. Et il y a aussi le sens, chercher le sens des choses, le sens de sa vie. Il est toujours question de sens, en fait. Avec la résilience, c'est vraiment les deux choses. C'est le lien et le sens. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que, comme disait Cassandra, nous, en tant que parents, il faut accompagner nos enfants à les rendre autonomes là-dessus. Parce que c'est tout leur faire, c'est pas les rendre heureux et c'est les infantiliser en fin de compte. L'objectif, c'est l'autonomisation. Alors, ceux qui me connaissent vont rire, c'est un mot que j'utilise souvent. Et puis, quand ils me disent, ton fils, il prend le bus, je fais, c'est l'autonomisation. C'est pas que j'ai pas envie de l'emmener à l'école. C'est qu'un jour, il va devoir pas avoir le choix. Débrouiller, et que le jour où il devra rentrer dans la vie active et qu'il devra prendre des transports en commun parce qu'il n'aura pas de véhicule ou parce que ce serait plus pratique ou moins coûteux, peu importe,
il ne se posera pas la question. Il aura fait ça pendant tellement d'années. Il aura été confronté aux grèves, au retard. Aller à l'école sous la pluie. Voilà, il se sera débrouillé pour gérer les petites situations. Les petites situations anxiogènes, en fait. Et créer finalement de la résilience. C'est ça. De la petite résilience. Après, dans plein de petites situations, ça fait que... Et la résilience aussi, c'est quoi? C'est l'adaptation. Ouais, c'est ça. C'est notre capacité à nous adapter, à trouver des ressources, à trouver des nouvelles ressources, à s'appuyer, des plans C, à s'appuyer sur d'autres personnes, sur d'autres outils, à s'appuyer sur nos forces. Voilà, c'est cette capacité d'adaptation. Et ça, c'est pas toujours confortable de devoir s'adapter parce que ça veut dire changer, s'adapter. Ça veut dire changer notre façon de faire dans laquelle on est bien routinier, on est bien au fait, et ça veut dire un petit peu l'inconnu, se réinventer, machin, recréer quelque chose. Mais à la fois, quand on regarde ça avec un peu de hauteur, c'est hyper intéressant. Parce que si on n'avait pas eu cette espèce de blackout, de sociabilisation, on n'aurait pas été dans ces choses-là, et on n'aurait jamais connu toutes ces visios, tous ces gens qui faisaient circuler des petites conneries sur les réseaux sociaux où ils donnaient à manger au canard WC. Enfin, il y a eu des trucs juste géniaux. Les gens, ils étaient marrants. Ils étaient marrants et je pense qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient marrants au fond d'eux. Il y a eu beaucoup de créativité aussi. Et ils ont partagé des trucs. Moi, famille. Moi, j'attendais qu'un truc, c'était de regarder sur les réseaux et de me bidonner en disant non mais stop, quoi. Les gens, ils pétaient un câble, ils mettaient une porte dans l'escalier, ils faisaient du toboggan. Enfin, voilà, chacun a fait avec ses moyens du bord. Donc, chacun a fait avec ses moyens du bord. Celui qui était en maison, il faisait des conneries dans son jardin. Celui qui était chez lui, il donnait à manger au canard WC. Voilà, il y a eu des trucs, c'était sympa. Et je pense que les gens se sont surpris eux-mêmes. Et c'est ça la résilience, c'est se surprendre, c'est pas être toujours dans le confort, mais c'est se dire, bon, allez, on va trouver un truc et on va faire de ce moment un peu compliqué quelque chose de bien. Et c'est ça en fait. C'est ça la résilience. Mais je te rejoins parce qu'on ne peut pas supprimer les épreuves et les malheurs de la vie. Ce serait chiant. C'est ça. Par contre, on peut faire en sorte d'apprendre à nos enfants, à transmettre à nos enfants que les galères, ça fait partie du quotidien. Exactement. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Et en fait, c'est exactement, c'est dans les galères qu'on arrive à retrouver des ressources insoupçonnées. Et du coup, comme disait Sophie, il y a des garde-fous à cette résilience, au traumatisme, parce qu'on en a tous vécu des traumatismes, on a tous des casseroles, on a tous vécu des choses horribles, des choses difficiles, que ce soit des deuils, que ce soit des pertes des êtres chers, des licenciements, des ruines, des déménagements, des choses, des maladies absolument affreuses. Oui. Et en réalité, la résilience, c'est savoir, comme le phénix, renaître de ses cendres. La bonne nouvelle dans les traumatismes que l'on a vécus, c'est qu'on n'est pas foutu. C'est qu'il y a toujours un moyen de trouver cette rage de vivre, cette rage de surmonter, d'affronter. Et ça, n'hésitez pas à vous faire aider par Il y a toujours une solution. Mais également par plein d'autres choses, notamment, comme disait Sophie tout à l'heure, l'art. L'art qui joue un rôle important dans la résilience, les réseaux sociaux, mais regarder un film, lire un livre, vous vous rendez compte la musique, quand vous écoutez juste une musique et vous pleurez, ou vous regardez un film qui va faire écho à votre situation et vous allez vous mettre à pleurer, là vous êtes déjà dans la résilience. Parce que vous êtes déjà en train de guérir un traumatisme à travers le prisme de l'acteur. Ou alors quand vous allez au théâtre, on joue le rôle de sa vie au théâtre. Quand on est acteur, on enfile son masque, son costume. Mais quand on va regarder une pièce de théâtre, il y a quelque chose qui va venir faire sens et qui va venir faire écho à quelque chose qu'on a vécu, un traumatisme que l'on a vécu. Et c'est là, en fait, qu'on va venir verser une larme et extérioriser. Donc, l'art, comme disait Sophie tout à l'heure, les réseaux sociaux jouent vraiment un rôle important. Et comme on le disait tout à l'heure aussi, pour les enfants, le côté sécurisation de la maman, on dit la maman, mais c'est le papa également, bien sûr, mais le côté sécurisation avec la figure affective, c'est également le départ temporaire de cette figure affective. Juste savoir partir pour laisser l'enfant se débrouiller. Laisser l'enfant avoir, en fait, qu'il ait à résoudre des problèmes seul.
Et c'est comme ça qu'il va apprendre à devenir résilient. Le traumatisme pousse également à l'altruisme. On se demande pourquoi on est devenu thérapeute, on se demande pourquoi on est devenu infirmier, on se demande pourquoi on est devenu dans la profession de soins, on se demande pourquoi, mais parce que nous-mêmes, on a été écorchés vives, et je pense que je parle pour nous, mais dans le collectif, le trauma pousse à des choses, des élans de solidarité magnifiques. Quand on demande à des enfants soldats, à la jeunesse hitlérienne à l'époque, ou ce qu'ils voulaient faire plus tard, ils répondaient « je veux être médecin ou journaliste ». Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à se racheter. Et puis par leur expérience aussi. C'est toujours pareil. Parce qu'ils ont vécu. Moi, perso, pas que moi, hein, c'est pas pour se mettre quelque chose en avant, mais j'ai vécu des traumatismes dans ma vie, comme tout le monde. Il y a eu des choses qui étaient vraiment pas sympas, qui étaient vraiment pas cool. Il y a eu des fois où j'ai douté. Mais en attendant, quand tu arrives à t'en sortir, tu te dis que tu peux pas garder ça pour toi. Parce que si tu le partages avec quelqu'un, tu peux peut-être l'aider à s'en sortir. On ne vit jamais la même situation, on ne vient pas du même milieu socio-éducatif, on ne fait pas la même profession, on n'est pas dans les mêmes contrées, etc. Mais des fois, on a des histoires qui ont des points communs. Et finalement, je ne sais pas, quand on a eu une grave maladie et qu'on est guéri aujourd'hui, on peut aller aider quelqu'un qui a eu le même truc en lui disant, tu sais, moi, je l'ai vécu et je m'en suis sortie, donc c'est possible. Après, ça va te demander du temps, de la patience, ça ne va pas être facile et tout ça. Mais c'est un peu un devoir, moi, je trouve. C'est ça. Parce que... Transmettre. Voilà, et puis dire, voilà, moi, j'y suis arrivée, je ne suis pas magique, mais ça a été compliqué. On m'a tendu la main, on m'a aidée, on m'a réconfortée quand j'en avais besoin, etc. Et j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait à l'intérieur de moi pour passer cette épreuve, donc tu peux y arriver. Je te transmets mon histoire, elle résonne en toi et tu peux te servir de certains éléments qui vont t'aider par la suite à aller de l'avant, à te réinventer et à continuer ton chemin, en fait, en étant la même personne, mais avec une autre vision, parce que tu seras passé par un chemin un peu... tumultueux. Oui, voilà. Que d'émotions, en tout cas. Je pense que vous l'entendez dans nos voix et vous le voyez dans nos yeux. Donc, la résilience, voilà, c'est cette capacité à aller de l'avant, à s'en sortir, à se dire... moi, je dis souvent, à chaque problème, il y a une solution. Eh bien, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'on dit souvent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais c'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, même quand on est dans le traumatisme, on ne peut pas l'entendre, cette phrase, mais... Non. Voilà. Des fois, c'est compliqué. Et des fois, on dit, oh là là, celui-là, il me saoule. Enfin, chaque mais problème, il y a une solution. La lumière. Elle voit bien que je ne l'ai pas. Il y a toujours la lumière. Alors, on a Agnieszka qui est art thérapeute et qui nous dit « Oh oui, les filles, l'art aide, nous porte et nous guérit, bien sûr. » Bonsoir à toi, on a Agnieszka, Marjorie merci. qui nous dit « Coucou les filles. » Agnieszka qui nous dit « Tout le pouvoir est en nous. Oui, Sophie, le partage, raconter son histoire soutient et aide aux autres de comprendre. Et c'est pour parfois ça. pour retrouver le bon chemin. » C'est vraiment pour ça qu'on est là tous les mois et qu'on essaye de partager un peu de notre expérience, un peu de notre vécu, avec le cœur. Un peu des fois de nos échecs, hein, dont on a su aussi rebondir. Et c'est ça aussi. Et on n'a pas cette posture professorale, on est là en toute humilité. En fait. Complètement. Et c'est comme ça aussi avec les enfants, la transmission, et de lui dire, moi aussi, c'est pas je me suis trompée. C'est pas parfait. Moi, je me suis cassé la figure un paquet de fois avant d'arriver à faire du vélo. J'étais pas très douée. J'en ai eu les genoux qui saignaient. Voilà, j'ai eu des trucs incroyables. Mais je suis arrivée à faire du vélo. Et ben, comme dans la vie, et ben, c'est pas toujours facile. On tombe, on se trompe. C'est des fois pas cool. Mais au bout d'un moment, on arrive à faire quelque chose et surtout à aller vers là où on doit aller, tout simplement. Je suis sûre que vous en avez autour de vous des personnes résilientes, des personnes qui ont... des personnes dont on se dit, mais comment est-ce qu'elle y est arrivée, enfin, qui ont surmonté des tragédies, qui ont surmonté des drames familiaux, qui ont surmonté des maladies, avec brio. Et ça, c'est extraordinaire. On a tous cette capacité...
Alors, Marjorie qui nous dit tout est possible, tendre une main bienveillante pour aider les Ben oui, autres. c'est tout à fait ça. Exactement. Et c'est pour ça que souvent, quand on se relève d'une grosse épreuve de la vie, voilà, ça pousse à l'altruisme dans le sens où soit on va vouloir écrire un livre, soit on va vouloir partager son Ben expérience, soit on voilà. va vouloir changer de métier, soit voilà. S'investir dans une association aussi, c'est souvent ça, c'est cette recherche de C'est sens et de cause. la transmission, le partage. Évidemment, on me disait la résilience, c'est le lien. C'est ça. C'est le lien, c'est le D'ailleurs, il y a le mot lien, partage. résilience, C'est vraiment ça lie. l'interaction. Il y a toujours une interaction avec quelqu'un, avec même plusieurs. Et voilà, et des fois, grâce à ça, au début, on dit à cause, et après, grâce. Au début, on dit à cause parce que ça ne nous arrange pas. Ouais. Et après, on voit que grâce à ça, j'ai pu grandir. Grâce à ça, j'ai pu changer d'orientation professionnelle. Grâce à ça, j'ai pu trouver le job de mes rêves. Grâce à ça, j'ai rencontré telle et telle personne sur ma route que je n'aurais pas rencontrée si je je n'étais n'étais pas pas passée par cette horrible Exactement. épreuve, là je pense tout de suite à Arnaud Rioux, qui est un grand enseignant spirituel, le plus grand chaman de France, et qui en fait, lui, a vécu une enfance mais horrible, avec une mère bipolaire, avec une mère qui avait des problèmes psychiatriques, une maman qui était souvent hospitalisée, un père qui était effondré, qui était impuissant. Et en fait, de l'extérieur, on pourrait se dire, mais pauvre enfant, pourquoi est-ce qu'il est avec ses parents? Il vit une détresse psychologique horrible. Et non, il explique que grâce à cela, il a réussi à devenir sensible, il a réussi à trouver la rage, il a voulu sauver sa mère. Il a développé des compétences pour s'en sortir, des tout compétences, simplement. et aujourd'hui, petit à petit, il le dit, je ne serais jamais devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui si je n'avais pas eu ce passé aussi tumultueux. Donc, je sais que quand on est dans l'épreuve, dans le trauma, on se dit pourquoi? Pourquoi moi? C'est injuste. Comment faire? Je ne m'en sortirai jamais, je ne peux pas. Je ne peux pas m'en sortir. Je m'en sortirai jamais de cette situation, je m'en remettrai jamais. Et en réalité, je me relèverai jamais. Et en réalité, sachez que tout est juste. Tout est juste, même si c'est horrible à entendre. Et puis, c'est une histoire de temps aussi. Parfois, on va aller trop vite et ting, on se casse les dents sur un mur ou sur un obstacle. Et puis, des fois, la vie nous demande de prendre du temps, d'arrêter un peu, d'être tout le temps dans l'action, de faire plein de trucs. Allez, stop, calme-toi, tac. Souvent, c'est l'histoire dans les maladies, souvent, de dire, là, tu te cloues au lit, il va falloir que tu t'occupes de toi. Et c'est là que s'opère le travail d'introspection, en fin de compte. Voilà, dans les accompagnements on règle maladies, les problèmes, on règle les traumatismes, on règle des blessures, des fois qui nous ont été transmises, des fois celles qu'on a vécues, et ça peut être parce qu'on a été trop protégé ou pas assez, ou quoi que ce soit. Il y a toujours une brèche, et après, à nous d'aller la regarder avec bienveillance et de travailler dessus et de voir qu'est-ce que je peux faire pour combler cette brèche, ou en tout cas pour que ce soit plus douloureux. Et voilà, il faut se laisser du temps. Mais j'insiste sur aussi la quête de sens. Même par exemple dans la maladie, il y a le décodage biologique des maladies qui est hyper intéressant pour comprendre le lien de corrélation entre l'organe affecté ou la maladie, parce que c'est le mal qui a dit, et comprendre en fait le sens de ce que la maladie vient nous apprendre, vient nous porter comme message. Dans les problématiques de viol, pareil, comprendre l'aspect, la corrélation avec notre sexualité bafouée. Et surtout, je vous invite aussi à aller regarder dans le transgénérationnel, parce que souvent, il y a des viols, meurtres, suicides, maladies qui se répercutent de lignée en lignée, de manière dans l'inconscient d'une famille. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher aussi en ce sens, quand on n'arrive pas à comprendre le sens. Parce que parfois, on se dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi moi? Je n'arrive pas à comprendre le sens. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers des thérapeutes qui sont vraiment spécialisés soit dans le décodage, soit dans les thérapies transgénérationnelles et familiales, soit dans les mémoires quantiques, karmiques, etc. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'à vous, personnes résilientes, à vous, personnes traumatisées, à vous, ces écorchés vifs, ces personnes qui traversent des épreuves qui vous semblent insurmontables, il y a des solutions. Notamment l'hypnose pour vraiment avoir une mainmise, entre guillemets, ou plutôt une aide dans l'inconscient et dans le subconscient, et avec les fleurs de Bach aussi pour travailler avec Star of Bethlehem, qui est la fleur emblématique du deuil et du traumatisme. C'est ma fleur préférée. Elle est très belle.
C'est la fleur blanche, en fait, qui est le symbole de pureté. Et dans la pharmacopée, on a l'habitude d'avoir des fleurs qui ont 5 pétales. Et elle, c'est l'une des seules qui en a 6. Donc, c'est pour expliquer à quel point elle est rare et elle est sacrée. 6 qui est vraiment un symbole mystique. La star Bethléem, c'est vraiment une étoile parfaite. Et elle n'ouvre ses pétales qu'entre 11 et 13 heures. Et entre 11 et 13 heures, c'est le méridien en médecine traditionnelle chinoise du cœur. Donc, c'est la fleur qui vient panser les plaies du cœur quand le cœur est totalement brisé. C'est une fleur qui va apporter de la paix, de la consolation, du courage. Et c'est celle qui va permettre de... Voilà, on ferme la porte à notre passé et on renaît de ses cendres. Et Sophie va vous en dire un petit peu plus sur l'hypnose et son impact dans l'inconscient quand on a un trauma. Alors moi, en hypnose, la chose qui est bien, c'est qu'on fait les choses en douceur puisqu'on va travailler avec l'inconscient. Parce que souvent, on est un peu coincé dans des schémas, on est un petit peu bloqué et on ne sait pas trop comment, on est tellement dans le problème qu'on est noyé. Et ben, en hypnose, on feinte un peu notre cerveau. C'est là où la technique est intéressante parce qu'elle est aussi puissante que douce. C'est qu'on va bienveillante. c'est un peu on va un peu biaiser le cerveau, on va l'occuper, on va le saturer d'informations pour lui permettre d'aller juste vivre une jolie histoire. Moi, je fais très attention. Enfin, moi, personnellement, dans l'hypnose, on en parlait l'autre fois avec Cassandra, je fais très attention quand j'emmène les personnes dans le passé. D'ailleurs, j'aime pas trop le faire. Et si je le fais, je mets vraiment un cadre. Parce que les personnes, quand elles vont dans leur passé, mais il peut être traumatique. Évidemment, pour aller chercher des choses bienveillantes. On est d'accord. On va jamais moi, je n'emmène jamais les gens dans le passé pour revivre le traumatisme. C'est pour moi contre-productif. Mais c'est encore une fois ma façon de travailler. Et je me méfie beaucoup avec le passé. Parce que le passé, déjà, il est fait. Il est déjà écrit. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer ce qui s'est fait. Et si ça s'est fait, ce n'est pas pour rien. Et parfois, c'est compliqué, c'est violent. Et parfois, le cerveau, il occulte des choses. Il oublie, il fait des amnésies temporaires, partielles, etc. Et ce n'est pas pour rien. Je pense que s'il oublie, c'est que c'est trop compliqué à encaisser. Donc, surtout, je ne joue pas à ce jeu-là. En revanche, ce que j'aime bien faire, c'est de faire un petit voyage dans un endroit en général où la personne se sente bien, dans un endroit qu'elle affectionne, toujours dans la bienveillance et dans la sécurité. Toujours en hypnose, j'utilise ces mots-là pour faire entrer en état de conscience modifié pour que les personnes ne se sentent pas justement lâchées, quoi. Donc, on est bien accompagnées. Elles vont dans un endroit qu'elles affectionnent particulièrement, peu importe lequel. Un endroit qui n'existe pas, on s'en fiche, c'est ça qui est bien dans l'hypnose. Et après, on va discuter avec nous, avec notre nous du passé, notre nous du futur et notre nous du présent. Et là, c'est pas mal. C'est puissant. C'est pas mal parce que du coup, on va juste chercher la personne avec ses capacités, avec ses compétences et dans un moment donné. Et surtout, elles vont se voir pour discuter ensemble et essayer de trouver des solutions. C'est vraiment le but. Et là, c'est pas de retourner dans le passé et de vivre des choses difficiles. C'est pas de retourner pour essayer de changer les choses ou de comprendre. Des fois, c'est pas le but. C'est vraiment de se parler de soi-même à soi-même avec des gens d'un temps différent, mais toujours la même personne, et de trouver et de puiser toutes les ressources que l'on possède pour justement faire ressortir toutes nos capacités de résilience que nous avons tous, bien enfouies, plus ou moins parfois, grandes, voilà. Et ça se travaille. C'est comme un muscle, la résilience, j'ai envie de dire. Comme le sportif qui fait ses étirements, qui fait ses entraînements, qui travaille telle ou telle partie de son corps ou qui va travailler son cardio en allant courir, eh bien, la résilience, ça se travaille, ça se muscle et ça se vit au quotidien. Donc, on en a tous au fond de nous. Ça, faut en être sûr. On a Inge qui nous dit « Je confirme, je revis grâce à vous. » Merci. Merci, Merci. Et Agnieszka qui nous dit un joli mariage de fleurs de bac et d'hypnose. Oui, c'est ça. C'était tout l'intérêt
de notre rencontre. Que d'émotions dans ce live magnifique. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter en message privé, à diffuser. Donc, c'est toujours pareil, notre offre. Ce live. Oui. C'est 40 euros. 40 €. C'est un mois jusqu'à notre prochain live. On n'a pas encore tout à fait décidé de la date, mais bon, ça va se faire incessamment sous peu. Voilà. Et donc, pendant un mois, vous pouvez profiter de cette offre à un tarif très privilégié. Très préférentiel, oui. C'est que de 40 € pour un flacon de fleur de bac et une séance d'hypnose. Et je tiens à dire, bon, pour celles qui sont déjà venues me voir, vous savez, je ne vous garde pas un quart d'heure. Je vous garde 1 heure. Et parfois, si la personne, elle vient me voir avec son bagage, avec sa vie, avec ses épreuves. Donc, si c'est compliqué, si on prend le temps qu'il faut, si ça doit durer 1h30, ça durera 1h30. Non, on part sur 1 heure. Mais voilà, la séance n'est pas écourtée parce que c'est un prix privilégié. Merci Agnieszka. Merci beaucoup. Merci les filles, vous êtes belles, vous êtes des belles âmes, j'ai vu aussi. En tout cas, vous aussi. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo en replay si vous pensez qu'elle peut profiter, bénéficier à votre entourage. Donner des éclairages ou en apprendre un peu plus. Impulser dans le collectif plein de résilience. Aller explorer. Parce que, voilà, je pense que de toute façon, c'est le maître mot de la société qu'on est en train de reconstruire. C'est le partage, l'élan de solidarité, l'entraide et la résilience. Et le sens. Exactement. Sens. Il y a beaucoup de quête de sens et la résilience, ça fait partie intégrante de notre cheminement pour trouver le sens. C'est notre âme qui est venue se guérir. Tout à fait. En tout cas, on vous embrasse bien fort, on vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez 1 mois pour bénéficier de cette offre inédite. Partagez. Inspirescence by Sophie Coeur et thérapie. Bisous, bonne soirée.